Breathe, breathe, slow down. Bienvenue. Breathe, breathe, slow. 1, 2, 3, down. Trauma et patate chaude. Bienvenue. Bienvenue à vous. Parler, découvrir, entendre, apprendre. Un moment pour ralentir. Un moment pour comprendre, ressentir. Sentir. Trauma, patate chaude. Nous sommes Adeline et Yasmine et très heureuses de vous accueillir. Bonjour à vous toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Trauma et patate chaude. Et on est très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode qui fait directement suite à l'entretien qu'on a eu avec Marie-Alain dans le dernier épisode où on a abordé le sujet de l'attachement. Et si vous ne l'avez pas encore écouté, on vous invite vivement à le faire parce que l'épisode d'aujourd'hui s'inscrit dans la continuité de ce thème. On va aborder un sujet qui fait souvent polémique, qui peut aussi susciter des réactions vives, parfois du rejet, parfois de la confusion. Et il s'agit du sujet du pardon. Oui, et le pardon, dans le contexte des traumas d'attachement, effectivement, c'est une notion sensible. Donc nous ici, on ne va pas vous donner de recettes toutes faites ou vous dire ce qu'il faut faire ou ne pas faire, mais ce dont on a envie, c'est de vous inviter à ouvrir une réflexion et qu'on puisse se demander ensemble qu'est-ce que ça veut dire en fait vraiment pardonner ? Est-ce qu'on doit pardonner absolument ? Est-ce qu'on peut tout pardonner ? Ou est-ce qu'on peut guérir sans passer par là ? Et si on ne pardonne pas, est-ce qu'on reste coincé par exemple ? Beaucoup de questions qu'on va tenter d'aborder à la lumière déjà de notre expérience personnelle, de nos lectures et aussi, bien entendu, de notre pratique en tant que thérapeute. Comme d'habitude, on vous propose une exploration à deux voix qu'on espère à la fois engagée et nuancée. Trauma et patate chaude, un podcast par Adeline et Yasmine. Alors d'abord, pourquoi parler de pardon quand on parle de trauma d'attachement ? Je pense que c'est une des questions effectivement essentielles parce qu'il y a énormément d'injonctions qui sont liées à cette question de pardon. C'est-à-dire que nombre d'entre nous, et moi aussi, on s'est retrouvés dans des situations où on nous a dit écoute, en fait, pour que tu puisses aller de l'avant, pour que tu puisses passer à une nouvelle étape de ta vie, il faut que tu pardonnes, il faut que tu puisses pardonner. Je ne sais pas si c'était aussi ton expérience, Adeline. Oui, si. Parfois, dans le milieu de la famille, il faut pardonner, il ne faut pas maintenir de relations où il y a de la colère. Il faut pardonner nos parents, il faut pardonner nos grands-parents. Ou alors, dans la spiritualité, moi aussi, j'ai connu pas mal ça. Choisis la paix. Enfin, si tu restes en colère, tu ne pourras pas guérir. Oui. Je pense que forcément, ça part peut-être de bonnes intentions. Comme l'enfer est pavé de bonnes intentions. Ouais. Et en même temps, c'est vrai que ces injonctions vont poser un problème important. Et peut-être que c'est un petit peu ça qu'on peut regarder maintenant ensemble aussi. Quel est le piège, en fait, que toi, tu vois, Adeline, à avoir ces injonctions qui nous viennent de tout un ensemble de systèmes ? Oui, déjà, ce que j'ai envie de nommer, c'est que ce sur quoi on va s'appuyer dans cet épisode aujourd'hui est en majorité directement issu de ce que j'ai appris moi auprès de Marie, dans une formation vraiment sur la prise en charge des traumas d'attachement en intelligence relationnelle. Et le point justement sur le pardon, ça a été vraiment transformateur pour moi, de vraiment comprendre que si je pardonne trop tôt, si je focalise trop mon attention sur comprendre, en l'occurrence, là, mes parents, mes figures d'attachement, ce qui s'est passé pour elles. Et en fait, ça m'empêche de sentir ce qui se passe en moi. Et donc, pour guérir, on l'a déjà pas mal partagé dans certains épisodes, je pense que vous commencez à comprendre ça, pour guérir, on doit ressentir. On doit se réassocier à notre expérience. Et si je reste focalisée sur le pardon, sur l'autre, avant de prendre le temps de ce qui se passe en moi, en fait, ça switch ma guérison. Enfin, ça me permet pas d'aller à cet endroit-là. Oui, et peut-être justement à la lecture aussi du modèle de l'intelligence relationnelle, où on comprend qu'il y a notre cerveau du haut et notre cerveau du bas. Pour schématiser, je pense qu'on l'a déjà dit dans d'autres épisodes, mais le cerveau du haut, c'est ce qui va nous permettre de comprendre, c'est ce qui est lié plus à l'aspect cognitif, en fait, des choses. Le risque, en fait, avec cette injonction à pardonner trop vite, trop tôt, avant d'avoir fait ce travail
en profondeur, c'est que on va avancer au niveau cognitif, on va peut-être réussir même à se convaincre que certaines choses sont passées, que c'est bon, qu'on a pu oublier, pardonner. Moi, je suis en paix. Voilà, exactement. Alors que là, en bas, en fait, dans la partie du système nerveux autonome, etc., dans le corps, il y a encore plein de choses qui sont absolument pas réglées, qui sont pas réassociées à notre expérience. Et donc, ça, justement, ça va maintenir de la dissociation, probablement. Oui, exactement. Ouais, c'est vraiment ça. Et donc, c'est ça qui empêche la guérison. Et je pense que ce qui est vraiment difficile, c'est tellement difficile d'accepter qu'on passe d'abord par cette phase de ressentir ce qui se passe en soi. Et ce qui est légitime aussi. Ouais, c'est légitime. Et puis je pense que, moi, c'est ce que j'entends beaucoup en séance, et puis même dans les gens de manière générale, avec les gens avec qui je peux discuter de ce genre de sujet. Quand on amène le sujet de mais là, en fait, tes parents, c'était pas OK ce qu'ils ont fait. Tout de suite, il y a cette réaction. La plupart du temps, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Enfin, je peux pas. Quand même, je leur suis redevable de plein de trucs. Je ne peux pas être en colère contre eux. Et en fait, moi, j'aime bien inviter à dire que c'est pas l'un ou l'autre, en fait. Et que d'abord, on va prendre le temps d'accueillir ce qui se passe et de reconnaître pleinement les blessures que ça a créées. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas fait du mieux qu'ils ont pu. Oui. Ils ont fait du mieux qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient à ce moment-là. Mais pour pouvoir se connecter à ça et avoir de la compassion pour nos parents, on doit d'abord avoir de la compassion pour nous. Sinon, on est dans un mécanisme qu'on pourra développer plus tard, le phoning, c'est-à-dire je m'adapte complètement à l'autre et je sens pas ce qui se passe en moi. Ouais. Et je pense que peut-être cette notion d'avoir de la compassion pour soi, dans un processus thérapeutique, c'est pas quelque chose auquel on arrive rapidement non plus. C'est tout un processus, c'est-à-dire que ça va justement impliquer d'aller à la rencontre des parts qui ont été blessées, de pouvoir mobiliser suffisamment, justement, aussi, c'est ça qui est paradoxal, je suis en train de prendre une tangente, mais de mobiliser suffisamment de mon système sympathique. Oui, tout à fait. Donc cette mobilisation qui peut parfois partir même, souvent même de la colère, pour la mettre à mon service, c'est-à-dire mettre cette énergie et cette mobilisation à mon service. Ah oui. Et en fait, c'est tellement... Bon, là, je suis en train d'essayer de résumer un complexe qui a pris des années en quelques phrases, mais je sais pas si tu peux m'aider. Pour moi, c'est pas du tout une tangente, en fait, ce sur quoi tu es en train de partir, Yasmine, parce que pour moi, c'est ça la guérison. C'est-à-dire que, quand j'ai vécu des expériences qui ont laissé une empreinte traumatique dans mon système nerveux avec mes figures d'attachement, bien sûr qu'il y a des endroits où il y a de la colère qui n'a pas pu être exprimée. Et mon système nerveux m'a permis de survivre en maintenant cette colère dissociée de moi. Et donc, la guérison, c'est me réassocier à cette colère, pouvoir la vivre notamment dans des espaces sécures. Ça veut pas dire qu'on doit aller défoncer la gueule de nos parents, c'est pas du tout ça qu'on est en train de dire, mais d'avoir des espaces sécures pour accueillir cette colère, qu'elle soit validée, reconnue comme étant légitime, et pouvoir en faire de plus en plus l'expérience d'un sympathique régulé, en fait, où je viens juste sentir que c'était pas OK de vivre ça. Voilà, et je suis entièrement d'accord avec toi, ressentir de la compassion pour soi, ça prend du temps. Moi, j'ai énormément besoin de recevoir la compassion de l'autre pour moi, pour pouvoir me connecter à ma propre compassion. Je vois dans mes séances avec mes thérapeutes combien de fois j'ai besoin d'entendre de leur part que c'était pas OK, et de sentir leur sympathique régulée, en fait. Et c'est ça qui permet de mobiliser mon sympathique à moi petit à petit, parfois de manière complètement dérégulée au départ, mais dans le cadre de la séance. Et au fur et à mesure, ça se régule, et donc je peux de plus en plus poser mes limites. Et c'est à cet endroit-là qu'ensuite je vais pouvoir, après, ressentir de la compassion pour mes parents, pour ma figure d'attachement. Et maintenant, on avait envie de définir qu'est-ce que c'est le pardon et qu'est-ce que ce n'est pas. Alors d'abord, le pardon, c'est un processus. C'est pas un acte définitif. Ça y est, j'ai pardonné et puis c'est fini. En fait, dans le processus thérapeutique, le pardon, c'est plutôt la compassion du cœur qu'on peut ressentir à un moment, et puis peut-être après, on ressent plus ça et on revient à d'autres endroits, puis on va y revenir. Voilà, c'est pas un truc, ça y est, c'est fait, quoi. Et cette compassion du cœur, c'est une compassion qui doit venir d'un état de compassion pour soi-même,
qui est lui-même l'aboutissement de tout un processus, et depuis ce qu'on appelle en théorie polyvagale un état régulé. C'est la compassion pour l'autre qui est fondamentalement enracinée dans la compassion pour soi-même, ce qui n'est pas la même chose que je pardonne l'autre en oubliant ou en étant dans le déni de ma propre expérience. Ce qui là va plutôt être du phoning, dont encore une fois on fera un épisode spécifique sur le phoning à venir. Le phoning, on tient à dire que c'est pas le téléphoning, c'est le phoning F-A-W-N-I-N-G qu'on a défini un tout petit peu. Un petit peu. Oui, notamment aussi dans l'épisode sur la définition du trauma. Donc on reviendra là-dessus, mais en fait c'est un mécanisme qui va chercher à apaiser, pacifier, séduire plaire à l'autre. Tout ce mécanisme, on va tout faire pour rester dans le connexion, lien. En connexion. On met la connexion à l'autre avant la connexion à soi-même. C'est la connexion à l'autre au détriment de la connexion à soi-même. Mais on fera un épisode vraiment dédié au phoning pour que vous puissiez mieux comprendre, parce qu'on commence à en parler de plus en plus. Et c'est très important de voir ce mécanisme-là comme une réponse de survie. Et donc, la différence vraiment entre ce pardon qui est une compassion pour nos figures d'attachement enracinée dans une compassion pour soi-même versus plutôt un mécanisme de phoning, c'est que le mécanisme de phoning, on peut penser qu'on pardonne. Voilà, je suis en paix. Moi, j'ai assez connu ça. De ce truc de je suis en paix, je suis tranquille. Et en fait, c'est une paix qui est du cerveau du haut plutôt, qui est pas connectée à mon expérience dans le corps. Je suis dissociée en fait de mon expérience. Il y a de l'oubli ou du déni. Oui, ça c'est important. J'ai une expérience assez récente qui me vient à l'esprit maintenant, d'une personne que j'ai accompagnée, où très manifestement une figure d'attachement avait un comportement totalement inadéquat et très négligent vis-à-vis d'elle. Et malgré tout ça, elle disait mais il est tellement gentil. Il est tellement gentil avec moi et il m'a tellement aidé et il a été tellement présent pour moi. Et donc, c'est comme quelque chose où il y a ça et ça occulte en fait tout le reste qui n'est pas là. Mais oui. Où il y a une forme de maltraitance passive. Et ça, vraiment, ça m'a frappée. C'est-à-dire que il est tellement gentil. Eh oui. Du coup, je peux pas lui en vouloir, mais moi, vraiment, cette phrase que j'ai dit tout à l'heure, là, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Avoir une bonne intention, c'est pas suffisant, en fait. Et ça, pour moi, on est vraiment dans du phoning, dans du déni, quoi. C'est-à-dire que je colle simplement à l'idée que l'autre a une bonne intention. Mes parents ont fait du mieux qu'ils ont pu. Ils ont fait du mieux qu'ils ont pu avec leur histoire, tout ça. C'est vrai, oui. Mais si je reste seulement collée à ça, ça me permet pas, encore une fois, de me connecter et de ressentir mon expérience et de prendre la mesure de moi, ce que j'ai vécu. Et on y viendra tout à l'heure. On parlera des différentes étapes qui peuvent nous mener à comprendre aussi ce qui s'est passé pour nos figures d'attachement et ressentir de la compassion pour elles. Mais d'abord, aller ressentir ce qui se passe en soi. Et ça, on peut comprendre pourquoi, parfois, pour le système, ça va être beaucoup plus facile de rester dans ce phoning. Bien sûr. Parce que c'est tellement, ça peut être tellement menaçant, finalement, et perçu comme extrêmement dangereux, et de ressentir, de voir la réalité. Oui, de prendre la mesure de ce qu'on a vécu. C'est ça, de prendre la mesure de ce qu'on a vécu et de prendre la mesure de à quel point ça nous a fait vivre des choses qui nous impactent encore aujourd'hui. Du coup, moi, j'ai envie d'arriver sur le point de la réconciliation. Ah oui. Le pardon, se réconcilier avec, une fois qu'on a ressenti de la colère, se réconcilier avec nos parents, maintenir le lien ou pas. C'est un peu pour répondre aussi aux questions de est-ce qu'on doit pardonner, est-ce qu'on peut tout pardonner. Et pour moi, c'est vraiment très clair que tout n'est pas pardonnable, en fait. Il y a des choses qui sont impardonnables. Après, ça ne veut pas forcément dire qu'on doit rompre le lien. Ça, pour moi, c'est vraiment une question c'est chacun qui fait le choix. Et puis, c'est aussi se poser la question de, dans le présent, qu'est-ce que cette relation m'apporte ? Est-ce que ça me fait du bien ? Est-ce que c'est une relation qui me régule, auprès de laquelle je peux trouver de la sécurité, vivre des bons moments ? Ou est-ce que... Mais voilà, il y a des choses qui sont impardonnables, il y a des actes impardonnables. Ouais, et quand je t'entends, en fait, ce qui me vient, c'est que le fait d'être en mesure de le voir et de le comprendre, qu'il y a des actes impardonnables, qu'il y a des choses qui sont vraiment pas possibles de dire ah non mais c'est pas grave, le pauvre ou la pauvre il était pris dans son propre trauma, etc. C'est
pour ne pas le perpétuer aussi, d'une certaine manière. Bien sûr. Ouais. Et pour moi, il y a des choses vraiment, voilà, la violence, les agressions sexuelles, l'inceste, les négligences, la maltraitance, c'est impardonnable en fait. Il y a, moi, ça c'est un truc qui m'a aidé dans mon processus thérapeutique d'entendre qu'il y a des personnes traumatisées qui ne reproduisent pas, et que donc d'une manière ou d'une autre, quand moi mes figures d'attachement, elles ont reproduit. Il y a un endroit où elles ont choisi, avec le niveau de conscience qu'elles avaient. Et c'est pas pour dire elles ont voulu me faire du mal, ça n'a rien à voir avec ça, mais il y a des gens qui subissent des traumatismes, des violences extrêmes, et qui les reproduisent pas. C'est vrai, c'est juste. Donc il y a la notion de... Et impardonnable, ça veut pas forcément dire qu'on doit entrer en guerre, couper le lien. Non, bien ça, sûr. c'est très personnel, chacun va le vivre à sa manière. Et il peut y avoir des choses qui sont impardonnables, et pour autant maintenir une relation. Voilà. Mais parce qu'une fois qu'on est dans ce processus de guérison, voilà, on peut avoir cette fameuse compassion pour l'autre, enracinée dans la compassion pour soi-même. Mais c'est parce que je reconnais qu'il y a des choses qui sont impardonnables qu'ensuite, je peux finalement... quelque part pardonner. C'est un peu étrange à dire comme ça, mais il y a un truc comme ça. Hein. Je sais pas, peut-être que ça va faire un peu bateau, mais on dit la vérité nous rend libres. Et moi, je pense que c'est vraiment quelque chose auquel j'adhère depuis tellement longtemps dans mon propre processus aussi, mon cheminement de guérison. C'est que je suis convaincue de ça. C'est-à-dire, si je vois la vérité telle qu'elle est, telle qu'elle a été, même si elle est très difficile, atroce. Ça va me permettre, à un moment donné, de grandir, d'en faire quelque chose. Et de guérir. Voilà. Sinon, le déni va me maintenir dans quelque chose, dans une illusion, en fait. Dans une illusion que tout va bien, ou que les choses se sont arrangées, ou que j'ai compris, ou que ci, ou que ça. Mais cette illusion-là, c'est vrai qu'elle va pas me permettre de me libérer. Trauma et patate chaude. Trauma. Un podcast par Adeline et Yasmine. Alors, pour terminer cet épisode, on vous propose un peu une guideline des différentes étapes vers un pardon libérateur. Mais encore une fois, c'est pas une recette à suivre à la lettre. Tout ça est fluide, et puis chaque personne a son propre rythme et sa propre expérience. Absolument. Et donc, la première étape de ce processus, c'est d'être en mesure de reconnaître l'ampleur de la blessure, de ce qui a été blessé en nous. Et pour ce faire, ça va être essentiel d'être accompagné, d'avoir quelqu'un qui puisse nous aider à déjà la reconnaître, la voir, parce que sinon, le risque, c'est effectivement d'être dans la retraumatisation, donc de retraumatiser le système nerveux du fait qu'on prend l'ampleur et la mesure de ce qu'on a vécu. Oui, on se retrouve comme à nouveau coincé dans l'expérience du passé, alors que si on en fait l'expérience en recevant de la corrégulation et l'engagement thérapeutique d'une personne qui est formée à ça, ça nous permet de faire une expérience guérissante, correctrice. Absolument. Et donc, reconnaître l'ampleur de la blessure, ça nous amène du coup à nous autoriser à ressentir toutes les émotions qui sont associées à notre expérience, la colère, la tristesse, toute la souffrance qui est ancrée en nous. Absolument. Et c'est à travers ce processus qui est aussi également accompagné, pour les mêmes raisons de ce qu'on vient d'évoquer pour le premier point, ça va être de pouvoir reprendre son pouvoir. Et ça, qu'est-ce que ça implique, ou comment ça va s'exprimer? C'est la capacité à poser ses limites, à choisir ce qu'on garde ou ce qu'on garde pas dans un lien, dans une relation, de pouvoir dire stop, ça je ne veux pas, ça s'arrête ici. Et faire ce choix, en fait, ça implique également de pouvoir se rendre compte qu'on a le choix, ce qui n'est pas possible quand on est dans le trauma, dans la réaction traumatique. Et ensuite seulement, on va pouvoir comprendre les mécanismes, les dysfonctionnements de nos figures d'attachement liés à leur propre trauma d'attachement, liés au contexte de l'époque, bien souvent, qui a permis que ces dysfonctionnements perdurent. C'est vraiment après toutes ces étapes qu'on peut comprendre et se relier et ressentir enfin de la compassion pour nos parents.
Et donc, c'est vrai que ça inverse complètement ce qu'on s'imagine. Exactement. Ou ce qu'on fait un peu naturellement. Enfin, je sais pas si c'est naturel, mais d'abord, on ressent de la compassion, puis après, on va vers soi. Et là, c'est l'invitation à faire dans l'autre sens. D'abord, je vais ressentir ce qui se passe pour moi. On part du corps, en fait. Ouais, on part du corps, en fait. On est dans cette approche qu'on a déjà définie plusieurs fois, qui est du bas vers le haut, ouais, c'est ça. Bottom up, c'est ça. Plutôt que de partir du cognitif, du mental. C'est ça. Hein, donc. Voilà, eh bien, écoute Yasmine, je crois qu'on arrive au bout de cette exploration pour aujourd'hui. Il me semble aussi, oui. Bon, évidemment, il y aura encore 1000 choses à dire sur le pardon, et notamment le pardon dans le contexte des traumas d'attachement. Hein. Comme je disais tout à l'heure, ce sont des blessures profondes et profondément ancrées dans le système nerveux. Hein. Absolument. Et ce qu'on espère, c'est que ce qu'on aura partagé avec vous permettra d'y voir un peu plus clair, à vous réconcilier peut-être avec cette notion de pardon, et aussi peut-être à poser des mots sur ce que vous ne voulez pas pardonner. Et ça, bien sûr, c'est tout à fait OK. Puis ce qu'on aimerait vraiment, c'est que vous puissiez ressortir de cet épisode avec donc plus de clarté, et puis que vous ayez des repères pour que chacune et chacun d'entre vous puisse aller à son rythme, avec ses limites propres, ses compréhensions, ses zones d'ombre. Et également de comprendre que ça commence avec soi, de soi à soi, mais sans rester seul avec tout ça. Ouais. Alors, si cet épisode vous a touché, interrogé, pensez à le partager et en parler autour de vous. Et comme toujours, on adore vous lire. Et n'hésitez donc pas à nous envoyer vos ressentis et vos réflexions. Merci d'être là avec nous sur ce chemin de guérison. Et on se retrouve le mois prochain pour le prochain épisode de Trauma et Patates Chaudes. Partager, se libérer, échanger, respirer, rencontrer nos intériorités. Une invitation à avancer ensemble, à respirer avec nous, se questionner au rythme de nos pensées, tomber 1000 fois, se relever 500 000 fois, au rythme de nos échanges. Laissez-vous inspirer, à la recherche, et inspirez-nous, à la recherche de, et construisons ensemble, à la recherche de la guérison. Vérité. Trauma et patates chaudes. C'est quoi la vérité? Nous sommes Adeline et Yasmine, et très heureuse de vous accueillir. Et attendez, ne partez pas si vite. Nous espérons que vous avez passé un chouette moment en notre compagnie, et nous serions très heureuses de recevoir vos retours, vos témoignages et vos partages. Vous retrouverez en description les références citées dans cet épisode, ainsi que notre adresse mail et notre compte Instagram. Nous avons hâte de vous lire.